La légende des crabes à l'épreuve du management. Vous avez peut-être déjà entendu cette fameuse légende en Guadeloupe qu'on entend, qui dit qu'une marchande de crabes n'était pas obligée de recouvrir son panier de crabes guadeloupéens parce qu'ils se tiraient tous vers le bas et s'empêchaient mutuellement de sortir du panier. Cette image qui vise les Guadeloupéens dits noirs, bien évidemment, a traversé les siècles et est présente dans beaucoup de sociétés post-esclavagistes sous la même forme. Je me rappelle qu'un ami haïtien m'avait dit « Mais cette légende, nous l'entendons aussi en Haïti et dans certains pays anglophones de la Caraïbe, on l'entend aussi. » Elle circule encore dans les entreprises, les salles de réunion, les conversations de carrière ou toute autre situation où il est question de Guadeloupéens ou de Guadeloupéennes afrodescendants ou afrodescendantes qui sont en situation de gravir des échelons. Cette légende produit une représentation sociale dévastatrice, celle d'une communauté condamnée à se saboter elle-même, incapable de solidarité, vouée à neutraliser ceux des siens qui tentent de s'élever. Mais avant d'analyser les effets de cette légende, il faut regarder ce qu'elle cache, à savoir les conditions historiques précises qui l'ont fabriquée. La Guadeloupe a été une colonie esclavagiste pendant plus de 2 siècles. Dans ce système, la solidarité entre esclavisés ou esclaves n'était pas seulement découragée, elle était criminalisée. Se regrouper, se parler, s'organiser étaient des actes punis de fouet, de mutilation, de mort. Les maîtres avaient tout intérêt à maintenir une méfiance structurelle et permanente entre les esclavisés. Ils distribuaient des privilèges différenciés selon les tâches. Esclaves de maison contre esclaves des champs, utilisaient certains pour surveiller d'autres et récompensaient la délation. Le système esclavagiste était un univers qui reposait structurellement sur la défiance entre les esclaves. Les maîtres, bien moins nombreux, avaient tout intérêt à édifier un système qui tuait même le rêve de révolte. Il est important de rappeler que durant la période esclavagiste, le principal poste de commandement qui était accordé à un noir sur l'habitation, c'était celui de commandeur. Et les maîtres savaient pourquoi ils attribuaient ce rôle. En effet, le commandeur, c'était cet esclave qui était dépositaire dans les champs d'une partie de l'autorité du maître. Il devait être sélectionné avec la méchanceté comme critère premier. Plus méchant que les autres, le commandeur ne s'en faisait que mieux craindre. Connaissant les ruses de ses semblables, il savait appliquer les remèdes convenables, nous disent les livres d'histoire qui traitent de ce sujet. Ce qui est aujourd'hui dénoncé comme un manque de solidarité n'est donc pas une défaillance des Guadeloupéens et Guadeloupéennes afrodescendantes et afrodescendants, mais le produit durable d'une stratégie esclavagiste qui a méthodiquement organisé la division entre esclavisés pour mieux asseoir sa domination. Le système esclavagiste n'a pas seulement exploité les Noirs déportés d'Afrique, il a méthodiquement fracturé la confiance entre ces derniers en érigeant le divisé pour régner,
en principe central de sa domination. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, la structure économique et sociale ne s'est pas effondrée, elle s'est reconfigurée. Les anciens esclaves sont devenus ouvriers agricoles sur les mêmes plantations, sous l'autorité souvent des mêmes familles. La compétition pour les rares postes d'accès à la mobilité sociale, instituteurs, fonctionnaires, commis, était réelle et organisée par un système qui n'en offrait qu'un nombre limité à la population afrodescendante. Dans ce contexte de rareté imposée, la réussite de l'un pouvait effectivement sembler menacer celle de l'autre. Ce n'était pas de la jalousie naturelle, c'était la logique d'un système à somme nulle construit par l'esclavagiste colonisateur. La légende des crabes est née là, non pas dans les cœurs, mais dans les structures et non pas non plus dans la nature des êtres humains qui avaient été mis en esclavage. Cette légende a ensuite été intériorisée, transmise, et c'est là où elle devient particulièrement redoutable. Elle a été utilisée et retournée contre ceux-là même qu'elle décrit. Dans ces cas-là, on parle de stigmate incorporé. Le groupe dominé finit par appliquer à lui-même le regard que le dominant a posé sur lui. La légende cesse alors d'être une observation externe pour devenir une croyance intime. Des individus compétents, ambitieux, légitimes, anticipent la jalousie de leur père avant même qu'elle ne se manifeste. Ce phénomène, théorisé sous le nom de menace du stéréotype, produit une autocensure réelle et mesurable. Les performances baissent, non par manque de capacité, mais sous le poids de l'image que la société projette sur soi. Dans l'entreprise, la légende opère à deux niveaux simultanément. Elle nourrit les préjugés de ceux qui recrutent et promeuvent un manager qui, imprégné de cette représentation, interprétera chaque tension entre collègues afrodescendants ou afrodescendantes comme une confirmation du stéréotype dans le mécanisme classique des prophéties autoréalisatrices. Cette légende impacte aussi de l'intérieur les personnes concernées, leur soufflant qu'elles seraient trahies si elles montaient trop vite, trop haut, trop visiblement. Le panier, en somme, n'a plus besoin de couvercle, les crabes l'ont intégré. C'est un constat qu'il est parfois malheureux de faire. Déconstruire cette légende dans le management exige un travail délibéré à plusieurs niveaux. La première chose qu'il faut faire, faut nommer la légende pour la neutraliser. Dans les formations de management, il faut introduire explicitement cette légende des crabes, expliquer son origine historique et ses mécanismes psychosociaux. Ce que l'on nomme perd de son pouvoir implicite. Un stéréotype et un préjugé exposés à la lumière sont immédiatement affaiblis. La deuxième chose que l'on peut faire pour déconstruire cette légende, c'est montrer les réussites et élaborer des réseaux de mentorat d'afrodescendants ou d'afrodescendantes. Rendre visibles les réussites et la solidarité qui existent déjà est crucial. Les réussites entre pairs afrodescendants démontrent par les actes ce que la légende nie par les mots. Chaque relation de soutien documentée, mise en lumière, est un démenti concret de ce stéréotype. Une autre étape importante pour déconstruire
ce mythe, c'est de former managers et collaboratrices et collaborateurs au biais de confirmation. Les équipes doivent apprendre à identifier le moment où les membres cherchent à confirmer un préjugé plutôt qu'à évaluer une réalité. Comprendre pourquoi certains comportements collectifs ont émergé, c'est cesser de les pathologiser. Intégrer cette perspective historique dans les modules de formation donne aux équipes un cadre d'analyse qui remplace le préjugé par la connaissance. Il est aussi important de célébrer les réussites individuelles et les victoires collectives. Les progressions et réussites des afrodescendants et afrodescendantes doivent être vécues et communiquées comme une preuve que la légende des crabes ment. Les organisations qui valorisent publiquement les parcours de leurs talents issus de la population afrodescendante brisent le cycle de l'autocensure et donnent aux plus jeunes la permission de viser haut. Je crois que cela, nous l'avons déjà, mais il s'agit d'amplifier ce mouvement pour détruire cette légende du panier de crabes. Pour conclure, nous pouvons dire que la marchande de crabes n'avait peut-être pas besoin de couvercle pour garder ses crabes dans la marmite, mais ce que la légende oublie de montrer, c'est quel système qui avait construit le panier de crabes. Et pour continuer sur cette thématique, je vous renvoie à mon ouvrage « Couleur de peau, stigmates et stéréotypes, la légende des crabes à l'épreuve du management », sorti aux éditions Nestor en 2011.